Française, français, cinéphile en tout genre, bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Au vu de cette très mauvaise imitation, je pense que vous avez un tout petit peu capté de quoi on va parler aujourd'hui. On va parler de l'État français, on va parler de l'État américain, on va parler de la politique de manière plus générale. Nous allons parler donc d'hommes politiques. Parce que oui, au cœur du cinéma, les hommes politiques ont toujours fasciné. Je crois qu'on peut remonter jusqu'à très longtemps, hein. Si vous prenez par exemple l'un des plus grands films de tous les temps qui a été tourné dans une période trouble de l'histoire, qui se nomme Le Dictateur, réalisé par Charlie Chaplin, rien qu'à ce moment-là, on était déjà dans la critique de l'État, la critique certes d'un totalitarisme, mais tout de même, on était dans la critique politique. Et cet exercice a été perduré au fur et à mesure des années, parce que clairement, on sent que c'est un univers qui passionne les cinéastes. Je ne sais pas si c'est précisément le fait de parler d'un homme politique, si c'est parler de ce contexte, si c'est parler tout simplement des affres de notre nation ou des affres de l'humanité, mais en tout cas, la politique est un univers qui a toujours fasciné le 7e art et qui continue de le faire aujourd'hui, même si on sent que de nos jours, c'est un petit peu plus trouble. On n'arrive pas vraiment à savoir si en France, on est dans la satire pure, la comédie un peu déjantée qui veut prendre des figures politiques mais les détourner entre guillemets de leurs symboles actuels pour en faire quelque chose de plus décalé et de moins réel. Je prends pour exemple Bernadette dernièrement qui a été très critiquée pour son côté un peu bisounours par rapport à ce qu'était réellement Bernadette Chirac. Je suis assez d'accord même si le film est plutôt amusant. Mais voilà, on est dans le questionnement sur est-ce que les figures politiques aujourd'hui, est-ce qu'on doit encore les questionner ou est-ce qu'on doit plus jouer avec elles, les rendre sympathiques, les rendre divertissantes, enfin c'est le vrai questionnement. Mais en tout cas, ici, on va parler donc de 5 films sur des hommes politiques, 5 films très différents qui viennent soit de France, soit des États-Unis, parce que vous remarquez qu'en dehors, c'est un petit peu compliqué, j'ai l'impression, de critiquer les figures politiques. Heureusement, il y en a de temps en temps, mais ça semble un petit peu plus complexe. Donc ne perdons pas plus de temps et plongeons tout de suite dans le grand bain. Le premier film dont on va parler est un film très récent, mais un film qui m'a terriblement fasciné parce que son réalisateur a su parfaitement cerner une figure aussi énigmatique que particulièrement attrayante en termes de cinéma et aussi en termes d'être humain, parce que mine de rien, réussir à créer une certaine empathie pour un bon gros salaud qui a un peu mené en cachette sous l'hégémonie d'un président qui n'était pas vraiment là, une guerre qui n'a pas vraiment servi à grand chose, si ce n'est servir des buts financiers ou quelque chose de plus énigmatique. En tout cas, on va parler de Vice d'Adam McKay qui s'intéresse à la figure de Dick Cheney. Dick Cheney, donc, qui est un homme politique qui a gravi les échelons jusqu'à devenir vice-président des États-Unis sous W. Bush, et qui a un peu mené en secret, derrière George W. Bush, toute la guerre en Irak. Et Adam McKay en fait un personnage terriblement fascinant. Et ce qui est assez génial, c'est que la profession de foi d'introduction du film est à l'image de tout ce long-métrage, c'est-à-dire Dick Cheney est une figure énigmatique, il est difficile de savoir des choses sur sa vie privée comme sur sa vie professionnelle, mais je peux vous assurer qu'on a taffé. J'adore cette scène d'intro. Ce carton est mémorable pour moi, il cristallise toute la difficulté de dresser un portrait politique et toute la difficulté aussi de cerner un homme politique. Parce que vous allez le voir au fur et à mesure des films qu'on va aborder ici, la complexité est à la fois d'aborder l'homme politique, mais aussi de réussir à le rationaliser. Parce que certains choix faits par ces hommes politiques sont d'une complexité tellement immense qu'il est parfois difficile de réussir à cerner quel est leur but. Et Dick Cheney, c'est exactement ça. Un mec dont on n'a jamais vraiment su cerner le but, et dont encore aujourd'hui il reste énormément de questions sur ce qu'il a dirigé sous le mandat de George W. Bush, qui clairement n'a pas l'air d'avoir été très utile comme président. À partir du moment où tu lis une petite histoire avec des canards pendant que tu as une attaque terroriste sur ton territoire et que tu continues de le faire, on n'arrive pas à savoir si c'est un geste d'humanité qui consiste à dire « essayons de rester normal, même si les États-Unis sont peut-être en train de s'effondrer », ou est-ce que c'est un crétin qui
fait n'importe quoi. Mais ça, on aura l'occasion de l'aborder dans un autre film. Mais en tout cas, Dick Cheney, la figure qu'en fait Adam McKay est passionnante, elle est géniale à suivre. Le film, j'en ai déjà parlé sur la chaîne, donc je vous invite fortement à aller voir la vidéo si vous voulez plus de détails. Et je vous invite surtout à regarder ce film, qui est pour moi un des grands films de l'année où il est sorti. Et de manière globale, c'est un très grand film sur la politique et sur la complexité de ce jeu de cartes, dans lesquels il est difficile de savoir si un brelan est plus efficace qu'une paire. Pour le deuxième film, nous allons revenir sur notre beau territoire français pour parler d'un long métrage qui était un peu une énigme lorsqu'il est sorti. Parce que il parlait d'un homme politique qui était encore en fonction. Et qui plus est, un homme politique qui était en fonction à la tête de l'État. Parce que oui, en 2011, Nicolas Sarkozy a fait l'objet d'un long métrage réalisé par Xavier Duringer qui s'appelle La Conquête, s'intéressant justement à sa conquête du pouvoir en 2007. Et le film est très étrange. Ça fait partie de ces films où on voit l'idée, on voit l'objectif, on voit le côté un peu critique et acerbe, on voit l'objectif surtout principal qui est de faire de la comédie. L'objectif de Xavier Duringer n'est jamais de faire un espèce de grand portrait politique de Nicolas Sarkozy, mais plus de jouer un peu avec sa figure. Et je dirais pas non plus d'en totalement se moquer, mais voilà, d'avoir cette espèce de pied entre les deux, de montrer à la fois son parcours politique, mais également un petit peu de tourner en dérision des détails. Enfin, j'en sais, à partir du moment où vous avez une affiche comme celle-là, où il est surélevé potentiellement pour se moquer de sa petite taille, voilà, il y a un objectif, je pense, de la part de Xavier Duringer, qui est de tourner en dérision le personnage de Nicolas Sarkozy. Et en plus, le film fait partie, voilà, de ces biopics, entre guillemets, très troubles, où il assume pleinement le côté réaliste, mais où en même temps il se désavoue en disant que c'est un petit peu une œuvre de fiction, que l'objectif reste de broder un petit peu autour de la vie du personnage principal, de certes garder son nom, mais de pas non plus constamment rappeler que c'est sa vie, etc. Enfin, c'est très trouble comme film, j'arrive pas forcément à cerner pleinement les objectifs de Xavier Duringer. Pour autant, je salue la performance de Denis Podalides qui est très très bon, alors que la complexité du rôle aurait pu vraiment être un poids sur ses épaules qui lui aurait fait perdre pied. Il ne perd pas pied et ça donne lieu à un film qui reste une énigme, mais que je trouve intéressant à regarder. Pour ce qu'il a été dans l'instant où il est sorti, en 2011, un film sur Nicolas Sarkozy qui prend la conquête du pouvoir alors qu'il est encore au pouvoir, faut le faire, faut être culotté ou alors faut vraiment pas avoir peur, je ne sais pas. Mais en tout cas, l'idée est intéressante, le projet est ce qu'il est. Je vous invite à le regarder pour que vous fassiez votre propre avis. Le troisième film dont on va parler a un lien avec le premier. Et je pense que vous l'auriez deviné facilement si vous avez regardé la première partie. Nous allons parler donc de George W. Bush au travers d'un film qui à son époque a été un peu mal vu. Et je pense avec l'air du temps commence un petit peu à regagner en puissance et à surtout montrer qu'Oliver Stone n'avait pas forcément perdu pied avec le biopic politique, puisqu'il a réalisé donc W, l'improbable président. Un film assez bizarre, se centrant donc sur George W. Bush, et cherchant à en dresser un portrait vraiment dans la dérision, sans forcément trop s'en moquer. C'est ce qui est assez surprenant avec Oliver Stone. Oliver Stone, si vous connaissez un petit peu sa filmographie, c'est pas la première fois qu'il s'attaquait à un homme politique, et qui cherchait aussi, qui plus est, à dresser le portrait d'un président des États-Unis. Il l'avait déjà fait par le passé, mais là, il était intéressant de le voir se diriger vers quelque chose d'assez étonnant, c'est-à-dire un film qui était ouvertement comique, tout en cherchant également à dresser de manière la plus réaliste possible le portrait de George W. Bush, et de montrer à quel point ça a été une difficulté pour lui de s'assumer en tant que président, et aussi de s'assumer tout simplement en tant que fils d'une fratrie qui était vouée à faire de la politique quelque chose de fort, et lui, il n'arrivait pas forcément à trouver sa place au milieu de tout ça, et il s'est un peu retrouvé dans l'échiquier politique sans forcément en avoir très envie, et c'est ça en fait qu'Oliver Stone veut montrer. L'improbable président, c'est dans le sens où à aucun moment il n'était voué à devenir président des États-Unis. On voyait plus ses frères. Et pourtant, c'est lui qui s'est retrouvé à la tête du pouvoir. C'est lui qui a succédé à son père à la tête des États-Unis. Et c'est ça qu'Oliver Stone veut mettre en relief. Il ne le met pas forcément en relief de la manière la plus équilibrée ou la plus juste possible, mais il parvient à le faire au travers d'un moment de cinéma qui interroge sur la politique américaine, qui interroge sur les fondements même de la démocratie américaine, sur la logique qui amène un homme comme ça au pouvoir des États-Unis. C'est ça qui rend le film assez intéressant, même s'il a tout de même ses maladresses, et c'est pour ça, je pense qu'il y a plein de gens qui, lors de sa sortie, l'ont un peu désavoué.
Encore aujourd'hui, moi je fais partie de ceux qui défendent le film, qui le trouvent intéressant, pas forcément totalement maîtrisé, mais on se laisse embarquer là-dedans et le portrait qu'en fait Oliver Stone est assez fascinant. Le quatrième film dont on va parler n'est pas un film 100% original et n'est pas surtout un film qui parle ouvertement d'une figure politique précise. Même si, au travers du portrait qui en est fait et au travers surtout du bonhomme qui a écrit le matériau de base qui a servi à faire ce long métrage, on peut se douter qu'il y a une grande part de vérité et qu'il y a surtout un personnage en particulier qui est visé. Il s'agit de Quai d'Orsay, réalisé par Bertrand Tavernier, et qui fait partie de ces films qui est donc adapté d'une bande dessinée, et au-delà de ça, qui ne vise pas ouvertement une figure politique, qui semble en viser plusieurs, même si, à mes yeux, je pense que le personnage campé par Thierry Lhermitte fait clairement écho à un homme politique très précis qui se nomme Dominique de Villepin. Et je pense ouvertement que le cinéaste ne s'en cache pas, puisque dans la bande dessinée, l'auteur avouait lui-même avoir non seulement travaillé pour certaines personnalités politiques, et donc avoir côtoyé le dit auteur, mais surtout avouer ouvertement qu'il s'était inspiré de cette figure-là pour dresser son personnage principal de Quai d'Orsay, que ce soit dans ses mimiques, que ce soit dans son physique, que ce soit dans sa manière de parler, dans sa manière d'aborder en fait les sujets politiques et surtout de clamer des espèces de grandes tirades. Enfin voilà, ouvertement, je pense que le personnage de Thierry Lhermitte aurait dû s'appeler Dominique de Villepin, mais qu'ils n'ont pas voulu pour éviter justement de trop appuyer directement sur, encore une fois, une figure politique qui était encore en activité à ce moment-là. Ce qui, je trouve, est intéressant, parce qu'on n'est pas du tout dans la même logique, par exemple, que La Conquête, qui, elle, se dédouane par l'aspect fictionnel et romancé de certains aspects de la vie de Nicolas Sarkozy. Là, l'objectif, c'est juste de changer tous les noms, et donc de faire en sorte qu'il n'y ait pas d'attaque directe. Ce qui est une idée intéressante parce que, encore une fois, la politique est tellement un univers complexe et dense que viser ouvertement et directement un homme politique, c'est potentiellement s'ouvrir au feu des critiques et faire en sorte qu'on va regarder le long métrage avec un œil qui va être peut-être un petit peu trop dans le jugement et pas assez dans l'appréciation juste de l'œuvre telle qu'elle. Et donc là, Bertrand Tavernier a eu la très bonne idée, je trouve, de prendre ce petit recul et de donner à son film une dimension plus universelle qui permet aux spectateurs de rentrer dedans. Et personnellement, moi je trouve que Quai d'Orsay est une excellente comédie, une vraie de vraie pour le coup, pas une comédie cachée sous des airs de satire ou de drame politique. Là, c'est une vraie comédie, un peu déjantée, juste hilarante comme il faut, juste gaguesque comme c'est nécessaire, et ça donne lieu à un moment de cinéma qui, je trouve, est très prenant. Va pas forcément rester trop dans votre tête, je pense, à la fin du visionnage, mais vous allez passer un excellent moment devant, ça je peux vous garantir. Et le dernier film dont on va parler, alors là pour le coup, on est dans le biopic pur et dur, qui rend hommage à un homme qui a marqué fortement la vie politique américaine, qui a laissé une empreinte indélébile, qui a été le premier d'une longue lignée de personnalité politique à réussir à assumer quelque chose qui aux États-Unis est d'une difficulté aberrante encore aujourd'hui. Nous allons parler d'Harvey Milk, réalisé par Gus Van Sant, qui parle donc d'Harvey Milk, qui était un homme politique ouvertement homosexuel et qui a été élu à la direction de la législation de San Francisco et qui a donc marqué, comme vous vous en doutez, la vie politique américaine puisqu'il est donc le premier élu à être ouvertement homosexuel. Gus Van Sant en fait un portrait particulièrement touchant, un portrait particulièrement beau, un portrait très accroché à la réalité de cet homme, puisqu'il a eu une fin tragique malheureusement, et un portrait surtout qui cherche à montrer la difficulté d'accéder au pouvoir lorsqu'on sort de la norme, entre guillemets. Parce qu'à l'époque, c'était clairement ça, c'était une norme. Aujourd'hui, ça n'est plus le cas, mais à l'époque, c'était une norme. Il y avait une espèce de facilité à codifier un petit peu l'humanité et à lui apposer des identités ou des étiquettes. Et clairement, Harvey Milk sortait de tout ça et a réussi à s'imposer comme quelqu'un qui avait une envie, une passion pour la politique et qui surtout voulait défendre son prochain. Et Gus Van Sant, il parvient à le faire au travers d'un moment de cinéma qui, je trouve, est d'une grande justesse, d'une grande beauté, qui est à mes yeux, pas complètement parfait, hein, contrairement à ce qui a été dit à l'époque. Hein. À l'époque, tout le monde qualifiait le film de quasi chef-d'œuvre instantané, d'immenses moments de cinéma qui allaient marquer le 7e art. Personnellement, je fais partie de ceux qui considèrent le film comme excellent, mais pas comme parfait. Il a plein de petites maladresses, je trouve notamment qu'en termes de rythme, il est assez bâtard et c'est pas toujours parfait. Je trouve que le propos par moments est clair et par moments est un petit peu trop surligné. C'est la difficulté, je trouve, de ce type de biopic politique qui a énormément de sous-textes et énormément de réflexions à acheminer et c'est pas toujours bien équilibré. Mais dans l'ensemble, c'est marquant et surtout, il y a cette performance de Sean Penn.
Sean Penn qui livre une performance mais complètement habitée par le personnage d'Harvey Milk, qui a réussi à le transcender, qui a réussi à vraiment l'incarner mais de manière totale. Rien que pour ça, le film vaut le coup d'œil, et surtout, encore une fois, pour ce portrait d'une Amérique qui est complètement hors du temps et qui, en plus de cela, semble avoir des échos encore aujourd'hui des horreurs de cette époque et de la difficulté qu'a eu Harvey Milk à accéder au pouvoir. Je veux dire, encore aujourd'hui, ça semble être une difficulté immense d'accéder au pouvoir en étant ouvertement homosexuel. C'est une tristesse, mais malheureusement, le film a cette justesse d'avoir malheureusement un écho par rapport à notre époque qui est encore évident, alors que le film parle d'événements qui se sont passés il y a quasi 60 ans. Et bien voilà, une nouvelle fois un petit voyage se termine dans les méandres du 7e art, j'espère qu'il vous aura plu. N'hésitez pas à me citer vous aussi si vous avez en tête des films sur des hommes politiques, je me doute que vous en avez pas mal en tête, ça ne m'étonnerait pas que vous me sortiez des noms qui sont assez connus. J'avais hésité à caler quelques longs métrages que je trouvais être plus des détournements politiques mais qui étaient très drôles, mais voilà, il y a encore une fois, énormément de sujets abordés au travers de ce type de vidéo. Peut-être qu'il y aura d'autres numéros de ce type, nous verrons bien. Et d'ici là, n'oubliez pas de regarder des films, parce que c'est bien de regarder des films, et on se retrouvera ici pour parler de films et de cinéma, bien évidemment. A plus. Parce que oui, hein, j'aurais pu parler de Dans la peau de Jacques Chirac, qui est peut-être l'un des films politiques les plus hilarants du monde, même si ça reste quand même très burlesque. Mais là, on est un peu dans le truc hybride, là, mi-chemin entre film et documentaire, enfin, c'est bien barré.